Dans le cadre de notre réflexion sur le souverainisme à la chinoise, nous en étions venus à considérer Carl Schmitt au motif que l'un des proches de Xi Jinping, le juriste, le constitutionnaliste Jiang Shegong, est un lecteur de Carl Schmitt, et que un certain nombre de commentateurs, sinologues occidentaux, à moitié versés dans ces questions de philosophie du droit, pouvaient ou croyaient pouvoir en conclure que le communisme glissait vers la pente du national-socialisme, du fascisme, de la dictature, de la tyrannie, tout mot que il faudrait distinguer, mais que beaucoup d'universitaires, hélas, et même de décideurs politiques confondent, puisque, comme je l'évoquais, une résolution du 19 septembre 2019 rabat l'un sur l'autre le communisme et le nazisme. C'est la résolution sur, je la cite, sur l'importance de la mémoire européenne pour l'avenir de l'Europe. Alors, je crois que de ces confusions qui sont préjudiciables, qui sont relativement grossières, il faut tirer une conclusion méthodologique et s'efforcer de distinguer le communisme de Xi Jinping du nazisme de Carl Schmitt pour plusieurs raisons. La dictature démocratique du peuple, qui sert toujours de fondement constitutionnel à la démocratie consultative, n'est pas, comme la dictature de Carl Schmitt, ou comme la dictature que Carl Schmitt appelle de ses voeux, elle n'est pas le contraire de la discussion. Selon les termes de Carl Schmitt, qui croit que, ou qui considère plus exactement, que la dictature doit refuser la discussion. Bien que le débat public d'opinion n'ait pas lieu en Chine, en effet, sur le mode médiatique des démocraties qualifiées comme occidentales ou représentatives si vous voulez, Xi Jinping fait progresser le principe de la consultation populaire par l'importance croissante nouvellement accordée à la conférence consultative politique du peuple dans donc la CCPPC, dans le processus de réflexion et de décision politique. Notons aussi que l'objectif socialiste affiché de Xi Jinping n'est pas de soumettre toute pensée à la décision d'un chef, mais au contraire, je le cite, de libérer la pensée. Voyez par exemple son discours du 11 décembre 2015 au tome 2 de la gouvernance de la Chine, page 193. Quoique d'une manière spécifique, la manière dont la pensée se libère en Chine ne ressemble pas ou ne répond pas aux modalités selon lesquelles cette pensée se libère en Europe dans les démocraties représentatives, si toutefois il est sûr ou avéré que la pensée et l'expression se libèrent dans nos démocraties représentatives. On peut aussi en douter. Enfin, en tout cas, pour ce qui est de la Chine, il est sûr que cette libération de la pensée ne passe pas par l'institution d'une presse indépendante. Et j'y reviendrai puisque j'ai développé dans ma thèse l'idée qu'il y a en Chine, hypothèse que je maintiens, une pensée qui se libère sans liberté de la presse. Alors, par quels moyens? Je vous le montrerai évidemment, mais on y reviendra. Mais dans une perspective qui oppose dictature et discussion, Carl Schmitt définit la dictature comme, je le cite, une sorte de commandement qui par principe est indépendant du consentement ou de la compréhension du destinataire et n'attend pas son approbation. Carl Schmitt, dans la dictature, voyez page 31. Et il définit le dictateur comme un homme qui détient le pouvoir de décider sans avoir à consulter une autre instance et d'exécuter immédiatement ses décisions. Carl Schmitt, toujours dans le même texte, page 29. Or, cette décision contredit le principe de consultation, le principe chinois de la consultation, invoqué dans le modèle chinois de la démocratie consultative. Donc là, il y a une différence vraiment fondamentale. La référence même à Hobbes
explicite chez Carl Schmitt, simplement possible chez Xi Jinping, doit être considéré avec précaution. Non seulement il n'y a pas de lecture consensuelle de la philosophie politique de Thomas Hobbes, mais la lecture qu'en fait Carl Schmitt est très problématique. Carl Schmitt situe le concept hobbésien de souveraineté entre la dictature de commissaire que l'on trouve chez Jean Bodin, je cite, et la dictature souveraine qui est liée à l'idée du consentement du peuple à partir de la Révolution française. Hobbes met le doigt sur le problème de la dictature souveraine. C'est ce que commente Charles-Yves Zarka dans Le mythe contre la raison, Carl Schmitt ou la triple trahison de Hobbes, au paragraphe 16. Hobbes met le doigt sur le problème de la dictature souveraine, mais toujours selon Schmitt, Hobbes, en élu de la conséquence ultime par la distinction entre la souveraineté elle-même et son exercice. Voilà ce que Carl Schmitt, dans La dictature, reproche à Hobbes, page 46. Or, cette distinction n'a rien d'évident, car le concept de souveraineté absolue n'implique nullement chez Hobbes celui d'un autoritarisme ou d'une décision souveraine produite ex nihilo. Hobbes insistant au contraire sur la prise en considération de l'intérêt du destinataire du conseil, comme je l'ai dit dans une précédente discussion. Hobbes précise, je le cite, « Il y a un conseil. Quand on dit « fais ou ne fais pas ceci » et qu'on tire ses raisons de bénéfice, que celui à qui l'on s'adresse en retirera. » On voit par là qu'il est évident que celui qui donne un conseil recherche seulement, quelles que soient ses intentions, le bien de celui à qui il le donne, dit explicitement et très clairement Hobbes dans le Léviathan au chapitre 25. Du reste, le décisionnisme n'est pas seulement un pouvoir de décider, mais un pouvoir de décider de l'état d'exception, opposé à l'état de droit. Or, la souveraineté chez Hobbes a pour fonction de subsumer l'exception sous la règle générale et d'assumer la permanence de l'ordre juridique. La théorie de la souveraineté chez Bodin et chez Hobbes n'est pas du tout pensée à partir de l'exception, dit Carl Schmitt lui-même dans le Léviathan, dans la doctrine de l'État de Thomas Hobbes, à la page 107. Et la doctrine socialiste de la gouvernance de la Chine qui vise à renforcer son état de droit est du côté de ce dernier. La pensée politique de Xi Jinping, la doctrine socialiste du socialisme à la chinoise de la nouvelle ère évolue vers une théorie et une pratique de l'état de droit. Alors c'est l'état de droit à la chinoise, mais c'est une doctrine de l'état de droit. Yifa Zhuguo, c'est théorisé. Des chapitres entiers des 3 tomes de la gouvernance de la Chine sont consacrés à cette question. On ne peut donc pas faire sans verser dans la caricature la plus grossière du communisme ou du socialisme à la chinoise de la nouvelle ère, une variante plus ou moins complaisante de la théorie schmittienne de l'état d'exception. Ce n'est pas possible. Ou alors les mots ne veulent plus rien dire et on pourrait dire tout de n'importe quoi, ce qui est tout de même, hélas, et c'est regrettable, un petit peu la tendance en France. C'est tout pour aujourd'hui, mais ce n'est pas tout pour ce qui concerne Carl Schmitt. Je vous propose de continuer cette lecture. Je ne veux pas faire de discussion, de podcast trop long. Je vous propose de continuer encore cette lecture de Carl Schmitt pour continuer de montrer quelles sont les différences, mais il faut entrer dans les nuances. Il faut lire Carl Schmitt et il faut lire Xi Jinping pour entrer dans les nuances et montrer quelles sont les différences entre les 2 doctrines, et je rajouterai même entre les 3 doctrines, puisque vous avez vu qu'il fallait aussi distinguer Carl Schmitt et Hobbes, Xi Jinping et Hobbes. Ces 3 doctrines ont des points communs, mais elles ont aussi beaucoup de différences, donc attention aux raccourcis. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de cette analyse de la politique de Xi Jinping. Belle journée à tous!